Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et mardi dernier, je me suis réveillée à 3h47 du matin parce que je pensais que quelqu'un se tenait dans mon couloir. Il n'y avait personne. Juste des ombres. Juste ce silence affreux qui semble trop épais, comme si la maison retenait son souffle. Mais mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, et je savais, de cette façon dont on sait simplement les choses à mon âge, que je n'allais pas me rendormir. Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, vous connaissez ça. Cette heure étrange entre 3 et 5 heures du matin quand vos yeux s'ouvrent brusquement sans raison que vous puissiez nommer. Mon mari disait que je dormais comme une souche, et pendant 40 ans, c'était le cas. Mais quelque part après 70 ans, mon corps a décidé que le sommeil était optionnel. Une suggestion, quelque chose à négocier. J'avais l'habitude de rester allongée là dans le noir, raide comme une planche, les yeux fermés, à négocier avec mon propre cerveau. S'il te plaît, juste 2 heures de plus, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça n'a jamais marché. Ce que je vais vous raconter ne concerne pas l'hygiène du sommeil ou la tisane de camomille ou quoi que ce soit de ce genre. C'est ce que j'ai appris quand j'ai arrêté de combattre ces heures, quand j'ai enfin compris ce que mon corps essayait de me dire dans le seul langage qui lui restait. Parce que voici ce que le médecin ne m'a pas dit. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin n'est pas un problème de sommeil. C'est un message, et j'ai failli le manquer complètement. Ça a commencé il y a 6 mois. Pas les réveils, ça se produisait depuis des années. Mais la peur qui les accompagnait. Je me réveillais avec le cœur qui s'emballait, convaincue que j'avais entendu quelque chose. Une porte, des pas. Une fois, j'étais certaine que quelqu'un ouvrait le robinet de la cuisine. Je me suis levée, j'ai traîné les pieds dans le couloir en chemise de nuit, m'agrippant au mur parce que mes jambes tremblent quand je me lève pour la première fois. La cuisine était vide, le robinet complètement sec. Je me suis dit que j'étais ridicule. Les vieilles femmes entendent des choses. C'est normal. Mais nuit après nuit, ça continuait. 3 swings, 4. Triskeln. Toujours cette fenêtre horaire. Toujours ce sursaut de panique, comme si mon corps déclenchait une alarme que je ne pouvais pas voir. Ma fille Léa a appelé un matin. Je devais avoir l'air fatiguée. « Tu vas bien, maman ?»« Bien. J'ai juste mal dormi. »« Encore ?» Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas tout à fait de l'inquiétude, plutôt comme un inventaire. Comme si elle tenait une liste mentale de choses qui pourraient signifier que je ne pouvais plus vivre seule. « Je vais bien, » ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. La peur. Pas du noir, pas des bruits, de ce que ça signifiait que mon corps faisait ça, que je ne pouvais pas le contrôler, que peut-être c'était le début de la fin de ça. Moi, dans ma maison, faisant mon propre café, allant jusqu'à la boîte aux lettres, je n'ai parlé à personne d'autre des réveils. Qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'avais peur de 3 heures du matin, que je pensais que ma maison était hantée par le fantôme de mon propre corps défaillant. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait, je me suis débrouillée seule. Première chose, l'erreur de l'eau glacée. La première chose que j'ai essayée semblait évidente. J'avais lu quelque part une de ces lettres d'information santé qui arrivent dans la boîte aux lettres, le genre avec une photo d'une femme de 60 ans, faisant du jogging sur une plage, souriant comme si elle n'avait jamais eu la moindre douleur de sa vie, que la déshydratation perturbe le sommeil. Alors j'ai pensé simple, boire de l'eau avant de me coucher. Je remplissais un grand verre d'eau glacée chaque soir et le gardais sur ma table de nuit. Froide et rafraîchissante, disait l'article. Je la buvais consciencieusement vers 21 heures, me félicitant d'être proactive. La première nuit, je me suis réveillée à 3h22. Pas à cause d'un bruit cette fois, parce que j'avais tellement besoin d'aller aux toilettes que j'ai failli ne pas arriver à temps. J'ai traîné les pieds jusque-là dans le noir. J'ai appris à ne pas allumer les lumières, ça empire les choses. Et quand je suis enfin retournée au lit, j'étais complètement réveillée. Le cœur battant de la précipitation. Les draps froids maintenant. Le réveil affichant 3h39. Je suis restée allongée là pendant 2 heures.
La nuit suivante, même chose. 3h07 cette fois, puis 4h15, puis 2h58. Ma vessie était devenue un réveil plus fiable que tout ce que j'avais jamais possédé. J'ai réduit l'eau, l'ai bu plus tôt, essayé de plus petites quantités. Ça ne changeait rien, c'était comme si mon corps avait décidé que tout liquide après 18 heures était une attaque personnelle. Et voici la partie qui m'a donné envie de hurler. J'étais plus déshydratée qu'avant. Ma bouche était comme du papier de verre le matin. Mes lèvres craquaient. Je me réveillais avec un mal de tête qui s'installait juste derrière mes yeux comme un petit poing méchant. Je n'avais rien résolu. J'avais empiré les choses. Un matin, debout dans ma cuisine, fixant ce verre d'eau comme s'il m'avait trahi, je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait. Le bon sens n'est pas si commun. Elle le disait comme une critique, généralement dirigée vers mon père quand il avait fait quelque chose de stupide. Mais debout là, épuisé et avec 73 ans d'une vie que je pensais comprendre, j'ai réalisé, je ne savais plus vraiment ce dont mon corps avait besoin. J'avais passé tant d'années à l'ignorer, à tenir bon, à faire avec, à aller bien, que j'avais complètement arrêté d'écouter. Et mon corps, il criait maintenant. Deuxième chose, la vérité sur la respiration. J'ai abandonné la solution de l'eau et essayé autre chose que j'avais lu, des exercices de respiration. Ça venait de Sarah en fait, ma voisine, 2 portes plus loin. Elle a la quarantaine, travaille dans un bureau qui la garde sur son ordinateur à toute heure. Et elle a cet air épuisé qu'ont les mères quand elles essaient de tenir 17 choses ensemble avec 6 mains. Elle avait mentionné une fois, pendant qu'Emma, sa fille, ramassait des cailloux dans mon allée pour des raisons que seule une enfant de 8 ans comprendrait, qu'elle avait commencé à faire de la respiration en carré pour son anxiété. 4 secondes en inspirant, retenir 4, 4 secondes en expirant, retenir 4, avait-elle dit, mimant avec ses mains comme si elle dessinait un carré dans l'air. C'est ma psy qui me l'a appris. Ça marche vraiment. Je ne lui avais pas dit que j'avais du mal à dormir, mais je m'en suis souvenu. Alors, une nuit, quand je me suis réveillée à 3h33, je m'en souviens parce que les chiffres étaient les mêmes à l'envers et ça m'a paru vaguement de mauvais augure. J'ai essayé. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retenir, 1, 2, 3, 4. Expirer, 1, 2, 3, 4. Retenir, 1, 2. Mon souffle s'est bloqué. Pas de façon douloureuse, juste coincé. Comme si quelque chose était pris. J'ai réessayé. Inspire, 1, 2, 3. Et soudain je pleurais, pas en sanglotant, juste des larmes, chaudes et inattendues, coulant vers mes oreilles, parce que j'étais encore allongée sur le dos dans le noir comme une idiote. Je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas triste. Je ne pensais à rien de particulier. Je respirais, c'est tout. Et apparemment c'était suffisant. J'ai arrêté d'essayer de compter. J'ai juste respiré, laissé les larmes venir. Laissé ma poitrine faire cette chose tremblante qu'elle fait quand on retient quelque chose depuis si longtemps qu'on a oublié que c'était là. Au bout d'un moment, 5 minutes, peut-être 10, je me suis sentie plus légère, pas heureuse, pas réparée. Juste moins tendue, moins effrayée. Moins comme si j'attendais que quelque chose de terrible arrive. Je ne me suis pas rendormie cette nuit-là, mais j'ai arrêté de combattre l'éveil. Je suis restée allongée là, respirant, regardant le plafond passer lentement du noir au gris à mesure que l'aube approchait. Et quand je me suis levée à 6h30 pour faire du café, je ne me sentais pas détruite. Juste différente. Voici ce que je ne comprenais pas alors, mais que je commence à comprendre maintenant. Ces heures au milieu de la nuit, celles que je passais à détester mon propre corps de me réveiller, à en vouloir à l'horloge, à redouter l'épuisement que je ressentirais le lendemain, elles ne me prenaient pas quelque chose. Elles m'offraient quelque chose. Je ne savais juste pas encore comment le recevoir. Parce que la respiration n'était pas une question de sommeil. C'était une question des 40 années que j'avais passées à ne pas pleurer, à ne pas m'arrêter,
à ne pas me permettre de ressentir quoi que ce soit qui ne pouvait pas être classé sous « gérer ». Mon corps n'était pas cassé. Il se sentait enfin assez en sécurité pour craquer. Le lendemain matin, Emma est passée après l'école. Elle fait ça parfois. Elle apparaît à ma porte avec un dessin ou un caillou ou une histoire élaborée sur un garçon nommé Théo qui apparemment mange de la colle. Cette fois, elle avait un pissenlit. Je l'ai cueilli pour vous, Madame Marguerite. Il était à moitié écrasé, la tige pliée, déjà en train de faner. Magnifique. Merci, ma chérie. Elle m'a suivi dans la cuisine pendant que je le mettais dans un verre à jus avec de l'eau. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus sérieux qui remarquent tout. « Vous avez l'air fatigué », a-t-elle dit. « Je suis fatiguée. Ma maman est toujours fatiguée aussi. »« Ah bon ?» Emma a hoché la tête. Elle dit que c'est parce que son cerveau ne veut pas s'éteindre. J'ai regardé cet enfant de 8 ans, debout dans ma cuisine avec ses baskets lumineuses, et j'ai pensé, « Tu n'as pas idée à quel point tu as raison. » Est-ce que votre cerveau s'éteint, Madame Marguerite? J'ai pensé à 3 heures du matin, les larmes, la respiration, les 40 ans de ça va. Pas vraiment, ai-je dit. Emma a réfléchi. Puis elle a tendu la main et pris la mienne. La sienne était collante, Dieu sait de quoi, mais petite et chaude et assurée. « C'est pas grave, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas obligé de dormir si vous ne voulez pas. » Et quelque chose dans ma poitrine, cette chose tendue que je portais depuis que j'étais assez jeune pour qu'on me dise d'arrêter de pleurer, de passer à autre chose, de gérer, ça s'est desserré. Juste un peu, juste assez. Je veux vous raconter ce que j'ai fait ensuite, les autres choses que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites, et j'en ai fait d'autres, croyez-moi. La nuit où j'ai pensé que j'étais en train de mourir, et ça s'est avéré être des brûlures d'estomac, le matin où Sarah m'a trouvée assise sur mon perron à 5 heures et n'a pas posé de questions, m'a juste apporté une couverture. Mais voici ce que vous devez comprendre d'abord. Si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin et que vous êtes une femme de mon âge, vous pensez probablement que quelque chose ne va pas chez vous. Vous pensez que vous êtes cassée, défaillante, en train de perdre la tête. Ce n'est pas le cas. Votre corps essaie de vous dire quelque chose qu'il n'a pas été autorisé à dire depuis des décennies. Et ces heures sombres, ce n'est pas une punition. C'est la première conversation que vous avez avec vous-même depuis des années. Je ne savais pas encore ça, cependant. J'essayais encore de réparer ça. Je pensais encore que le sommeil était l'objectif. Je croyais encore que si je trouvais juste le bon truc, la bonne routine, le bon quelque chose, je pourrais revenir à comment c'était avant. Je ne pouvais pas. Mais ce que j'ai trouvé à la place, c'est la partie que je dois vous raconter. C'est la partie qui a tout changé. Troisième chose, le comprimé que j'ai failli prendre. 1 semaine après l'incident de la respiration, j'étais debout dans le cabinet de mon médecin, portant une blouse en papier qui crissait chaque fois que je respirais. Le docteur Martin est assez jeune pour être ma petite fille, efficace. Gentille de cette façon brève qu'ont les médecins quand ils voient 30 patients par jour. Elle avait prescrit des analyses de sang après que j'ai mentionné les problèmes de sommeil lors de mon bilan. « Tout a l'air normal », a-t-elle dit, faisant défiler quelque chose sur son ordinateur. « La thyroïde va bien. »« La glycémie est bonne ?»« Alors pourquoi je ne peux pas dormir ?» Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. « Depuis combien de temps ça dure ?»« 6 mois, peut-être plus. »« Et vous vous réveillez à peu près à la même heure ?» Entre 3 et 5 heures. Presque toutes les nuits. Elle a hoché la tête, tapant toujours. C'est en fait très courant chez les femmes de votre âge. Les changements hormonaux, le stress, parfois l'anxiété qu'on ne reconnaît même pas comme de l'anxiété. Je voulais contester la partie sur l'anxiété. Je ne suis pas anxieuse. Je vais bien, mais mes mains agrippaient le bord de la table d'examen si fort que mes articulations étaient devenues blanches. « Je peux vous prescrire quelque chose, a-t-elle dit, juste pour aider à réguler votre cycle de sommeil, vous remettre sur les rails. » Elle a imprimé une ordonnance, me l'a tendue. Le papier était chaud de l'imprimante. Solpidem, Fimi. Prendre un comprimé au coucher.
Commencez par une faible dose, a-t-elle dit. Voyez comment vous vous sentez. Certaines personnes sont un peu groggy le matin, mais ça aide généralement. J'ai ramené l'ordonnance à la maison. Je l'ai gardée pendant 3 jours. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des pilules pour ce genre de choses. Ma mère n'y croyait pas. Tu as juste besoin de te fatiguer, disait-elle, comme si l'insomnie était une question d'éthique de travail insuffisante. Mais j'étais désespérée. Alors, jeudi soir, j'ai fait préparer l'ordonnance. Je suis rentrée avec un petit flacon orange qui cliquetait quand je le secouais. Les comprimés étaient petits, blancs, d'apparence innocente. J'en ai pris un à 21h, comme l'étiquette disait. À 21h30, je me sentais étrange, floue sur les bords. Mon salon avait l'air pareil, mais légèrement faux, comme si je le regardais à travers une fenêtre au lieu d'y être assise. Je suis allée me coucher. Je ne me souviens pas de m'être endormie. Je me suis réveillée à 3h18 sur le sol de ma cuisine. Je n'ai aucun souvenir d'y être allée. Un instant j'étais au lit, l'instant d'après j'étais allongée sur le linoléum froid en chemise de nuit, fixant le dessous de ma table de cuisine, complètement désorientée. Ma hanche me faisait mal là où j'étais restée allongée. Ma bouche avait un goût de métal. Il m'a fallu 1 minute entière pour me rappeler où j'étais. Encore 1 minute pour me rappeler que j'avais pris le comprimé. Je me suis relevée en m'aidant de la table, les jambes tremblantes. J'ai regardé autour de ma cuisine comme si je la voyais pour la première fois. La porte de derrière était encore verrouillée. Rien de dérangé. Juste moi, debout là, à 3h du matin, ayant apparemment fait du somnambulisme pour la première fois de toute ma vie. J'ai jeté le reste des comprimés dans les toilettes ce matin-là. J'ai appelé le cabinet du docteur Martin, laissé un message à la réceptionniste. Dites-lui que ça n'a pas marché. Dites-lui que je vais bien. Mais je n'allais pas bien. J'étais terrifiée. Parce que si un somnifère pouvait me faire errer dans ma propre maison dans le noir sans aucun souvenir, quoi d'autre étais-je en train de perdre le contrôle? Quoi d'autre m'échappait pendant que je ne faisais pas attention? 4e chose, l'emploi du temps devenu prison. Après l'incident des comprimés, j'ai décidé que ce dont j'avais besoin était de la discipline, de la structure. J'ai toujours été douée pour la structure. J'ai élevé 5 enfants avec ça. J'ai fait durer un mariage pendant 47 ans grâce à ça. La structure, c'est comme ça qu'on survit quand les sentiments sont trop compliqués à démêler. Alors j'ai fait un emploi du temps de sommeil. Pas un décontracté, un vrai. J'ai trouvé un article, je l'ai imprimé, souligné les parties importantes avec un marqueur jaune sur l'hygiène du sommeil. Il disait que votre corps a besoin de constance, la même heure de coucher chaque soir, la même heure de réveil chaque matin. Pas de sieste, pas de caféine après 14 heures, pas d'écran 1 heure avant le coucher. Je l'ai suivi exactement. 20h30, mettre la chemise de nuit, laver le visage, brosser les dents. 20h45, tisane de camomille dans le fauteuil du salon, pas de télévision. 21h, lire pendant 30 minutes. Rien d'excitant. J'ai choisi un livre sur l'histoire des Grands Lacs. 21h30, extinction des feux. 6h30, réveil. Quoi qu'il arrive, je m'y suis tenue religieusement. Et les premières nuits, quelque chose de presque magique s'est produit. J'ai dormi. Pas toute la nuit, mais je me réveillais à 4 heures au lieu de 3 et d'une certaine façon, ça ressemblait à un progrès. Comme si je gagnais. J'ai continué. 2e semaine, 3e semaine. Mais quelque part autour de la 4e semaine, l'emploi du temps a cessé d'être utile et a commencé à devenir Lord. J'étais fatiguée à 20h, les yeux tombants pendant les informations, mais je ne pouvais pas aller au lit parce que ce n'était pas encore 21h30. Je restais allongée, éveillée à regarder l'horloge, comptant les minutes jusqu'à ce que j'aie le droit d'être fatiguée. Et si je me réveillais à 5h30, juste 1 heure plus tôt, je me forçais à rester au lit, fixant le plafond, parce que l'emploi du temps disait 6h30. Un dimanche matin, ma sœur Jeanne a appelé à 6h15. « Je t'ai réveillée ?»« Non, je suis debout. »« Depuis quand ?»« 4 heures. »« Marguerite, pourquoi tu restes juste allongée là ? Lève-toi. Fais du café. » L'emploi du temps dit « Quel emploi du temps ?»
J'ai essayé de lui expliquer comment je réparais mon sommeil, comment la constance était importante, comment j'avais enfin le contrôle. Il y a eu une pause. Puis Jeanne a dit très doucement « Ma chérie, on dirait que tu es en prison. » J'ai ri pour éluder. Lui a dit qu'elle ne comprenait pas. Mais après avoir raccroché, je suis restée là dans mon lit où j'étais allongée depuis 2 heures et demie, sans dormir, juste à attendre. Et j'ai réalisé. Elle avait raison. J'avais transformé ma chambre en cellule. L'emploi du temps ne m'aidait pas à dormir. Il m'aidait à éviter autre chose. Quelque chose que je ne pouvais toujours pas nommer. Cet après-midi-là, Emma a frappé à ma porte. C'était dimanche, donc pas d'école. Elle portait un t-shirt rose avec une licorne dessus et tenait une boîte en plastique. Ma maman a fait trop de cookies et elle a dit que je devrais vous en apporter. C'était un mensonge. Sarah n'en avait pas fait trop. Elle avait envoyé Emma pour prendre de mes nouvelles. Je l'ai laissée entrer quand même. On s'est assis à ma table de cuisine. Elle a mangé 3 cookies dans le temps qu'il m'a fallu pour en manger un. Des miettes partout. Madame Marguerite? Pourquoi vous avez l'air triste tout le temps maintenant? Je me suis arrêtée au milieu d'une bouchée. Je n'ai pas l'air triste. Un peu si, comme ça. Elle a fait une démonstration tirant sa bouche en une grimace exagérée qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si exacte. Je suis juste fatiguée, ma chérie. Parce que vous n'arrivez pas à dormir? Je l'ai fixé, cet enfant. Comment tu sais ça? Ma maman me l'a dit. Elle a dit que parfois, quand les gens vieillissent, leur cerveau oublie comment se reposer. Super. Maintenant, mes problèmes de sommeil étaient les ragots du quartier. Mais Emma n'avait pas fini. Moi non plus, je ne dors pas bien parfois, a-t-elle dit, balançant ses jambes sous la chaise. Quand je suis inquiète pour des trucs, tu es inquiète pour quoi? Elle a haussé les épaules, gratté un cookie. Des trucs, genre si Théo va être méchant à la récré, ou si mon contrôle de maths va être dur, ou si ma maman va être triste. Ta maman est triste? Encore un haussement d'épaules. Des fois, elle pleure quand elle pense que je dors. Mais je l'entends. On est resté assises là dans ma cuisine, entourées de miettes de cookies et de choses qu'on n'était pas censé savoir l'une sur l'autre. Tu sais ce qui m'aide? A dit Emma. À quoi? Je parle à mon lapin en peluche. Monsieur sautille. Je lui raconte tous les trucs qui m'inquiètent. Et après, je me sens mieux. Est-ce que Monsieur sautille répond? Non. C'est un animal en peluche, Madame Marguerite. Elle a dit ça comme si j'étais délibérément obtuse. Mais ça aide quand même. Parce que tous les trucs ne sont plus juste dans ma tête. Après qu'elle soit partie, je suis restée debout à l'évier à laver 2 assiettes et j'ai pensé à Monsieur Sautille, à tous les trucs qui sont juste dans votre tête sans nulle part où aller, aux emplois du temps et aux pilules et à l'eau glacée et à toutes les façons dont j'avais essayé de réparer ça sans jamais demander ce qu'était vraiment ce ça. J'ai écrit ça ce soir-là, pas dans un journal, je n'en tiens pas, mais sur un bout de papier que j'ai trouvé dans mon tiroir à bazar, le dos d'une vieille facture d'électricité. Chose qui m'inquiète. Tomber. Oublier des choses. Léa qui décide que je ne peux plus vivre seule. Mourir dans mon sommeil et que personne ne me trouve pendant des jours. Ce bruit que je continue d'entendre qui n'existe pas. Être un fardeau que j'ai tout gâché. Tout. Et qu'il est trop tard maintenant. J'ai fixé cette dernière ligne pendant longtemps, parce que je ne savais pas que je ressentais ça avant de l'écrire. Écoutez, je sais que je suis en train de vous parler de 3 heures du matin et des réveils et de toutes les choses que j'ai essayées, mais j'ai besoin de faire une pause ici un instant, parce qu'après avoir écrit cette liste, après m'être enfin permis de dire les choses dont j'avais trop peur pour y penser en plein jour, quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'avais essayé de résoudre le mauvais problème. Je n'avais pas besoin de mieux dormir. J'avais besoin de comprendre pourquoi le sommeil était devenu impossible. Et la réponse à ça, elle est en chaque moment que je viens de décrire. Les pilules, les emplois du temps, la peur, le contrôle. Il y a quelques mois, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai écrit un livre.
Pas un vrai, pas publié ni rien. Juste des choses que j'avais besoin de dire. Des choses sur le fait de vieillir et de rester indépendante et toutes les façons silencieuses dont on se perd en essayant de rester en sécurité. Je l'ai appelé le code de la liberté parce que c'est ce que j'avais l'impression de déchiffrer. Un code dans lequel j'avais été enfermée toute ma vie sans le réaliser. Je l'ai finalement mis en ligne la semaine dernière, numérique pour que n'importe qui puisse le lire. Ma petite fille Claire m'a aidé à comprendre la partie technique. J'ai failli ne pas le faire. Je n'arrêtais pas de penser. Qui veut lire les pensées d'une femme de 83 ans? Je pourrais encore le retirer par timidité concernant mes écrits. Mais ensuite, quelqu'un nommé Patricia a commenté qu'elle l'avait lu et avait enfin compris pourquoi elle se battait contre son propre corps depuis 10 ans. Et quelqu'un d'autre, Dorothée, a dit que le chapitre sur accepter de l'aide sans honte l'avait fait pleurer d'une bonne façon. Il y a une section là-dedans sur 3 heures du matin, sur ce que nos corps essayent de nous dire dans ces heures sombres, sur pourquoi réparer le symptôme ne marche jamais quand on n'a pas écouté la cause. J'ai mis le lien dans le commentaire épinglé si vous le voulez. Pas de pression. C'est juste, ça pourrait aider à comprendre ce que j'essaie de dire ici. Les choses que j'ai apprises sur le sommeil et l'éveil et le vieillissement et la peur. Elles sont toutes connectées. Je ne l'ai vu que quand j'ai arrêté d'essayer si fort de tout réparer. 5e chose, la nuit où j'ai abandonné. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que mardi, c'est le jour des poubelles et j'avais oublié de sortir le bac. Je me suis réveillée à 3h41 et je m'en suis souvenue et pour une raison quelconque, peut-être parce que j'étais tellement fatiguée de tout, j'ai commencé à pleurer. Pas comme la nuit de la respiration. Pas des larmes douces, de vrais pleurs. Le genre où on ne peut pas reprendre son souffle, où le visage devient chaud et le nez coule et on a l'air d'un animal mourant. J'ai pleuré parce que j'avais oublié les poubelles. J'ai pleuré parce que j'avais pris une pilule qui m'avait fait marcher en dormant. J'ai pleuré parce que j'avais transformé ma chambre en prison avec un emploi du temps. J'ai pleuré parce que ma fille me surveille comme si j'étais déjà partie. J'ai pleuré parce que j'ai 83 ans et je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis sentie jeune. Et puis j'ai pleuré parce que je pleurais à 3 heures du matin à cause d'un bac à poubelle comme une folle complète. Je me suis levée, suis allée à la cuisine, n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste restée là dans le noir, en chemise de nuit, tremblante. Et j'ai dit à voix haute à ma cuisine vide, « Je ne sais pas ce que tu veux de moi. » Je ne parlais pas à Dieu. Je parlais à mon corps, cette chose défaillante, douloureuse, éveillée qui avait l'habitude de m'obéir et semblait maintenant déterminée à faire ce qu'elle voulait. Je ne sais pas ce que tu veux. Et debout là dans le noir, épuisée et vaincue et tellement fatiguée de me battre, j'ai enfin entendu la réponse. Être entendue. Pas réparée, pas médicamentée ou organisée ou contrôlée. Juste entendue. Toutes ces heures que j'avais passées éveillée, je m'étais battue pour me rendormir. Je n'étais jamais juste restée. Je n'avais jamais demandé à quoi servait l'éveil. J'ai fait du thé, pas parce qu'un article le disait, juste parce que j'en avais envie. Je me suis assise à ma table de cuisine dans le noir, enveloppée dans le vieux cardigan de Richard que je garde encore sur le dossier d'une chaise. J'ai écouté la maison. Le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, les bruits de tassement que font les vieilles maisons comme des os qui craquent, et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur du silence. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le ciel commence à devenir gris sur les bords. J'ai regardé ma cuisine apparaître lentement, le pissenlit fané qu'Emma m'avait apporté, toujours dans son verre à jus. La liste que j'avais écrite, toujours sur le comptoir, le flacon de pilules que j'avais jeté mais dont l'étiquette restait quand même collée au couvercle de la poubelle. La preuve de toutes les façons dont j'avais essayé de réparer ça. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Éveillée, pas en me battant contre,
pas en le ressentant avec amertume, juste présente. Le reste des choses que j'ai apprises, et il y en a 2 autres importantes, elles sont venues de cette nuit-là. D'avoir abandonné, d'avoir arrêté le combat et enfin, écouté. Mais je dois vous raconter ce qui s'est passé ensuite, à propos de Sarah. À propos du matin où je lui ai fait une peur bleue, à propos de la chose que j'ai trouvée qui a vraiment marché, pas pour me faire dormir, mais pour rendre l'éveil supportable, pour le rendre d'une certaine façon valable. 6e chose, la marche. Le matin après mon effondrement dans la cuisine, Sarah m'a vue. Je n'avais pas prévu que quelqu'un me voie. Il était 4h07, encore sombre, mais ce noir doux avant l'aube, quand le ciel retient son souffle. J'étais éveillée depuis 3h20, et au lieu de rester allongée au lit à me battre contre ça, j'avais fait quelque chose que je ne fais jamais. Je m'étais habillée et j'étais sortie. Pas pour une promenade, pas avec un plan. J'avais juste besoin de ne pas être dans ma maison. J'étais debout, au bout de mon allée dans mon manteau et mes chaussons, à regarder absolument rien, quand la lumière du porche de Sarah s'est allumée. Elle est apparue un moment plus tard, enveloppée dans une robe de chambre, les cheveux dans ce chignon en désordre que font les femmes quand elles ont été debout toute la nuit avec un enfant malade ou une date limite de travail. « Marguerite ?» Je me suis retournée. « Je vais bien. Il n'est même pas encore 5h du matin. Je sais quelle heure il est. » Elle est descendue de son perron, a traversé la pelouse entre nos maisons. S'est tenue là, pieds nus sur l'herbe froide, m'étudiant. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Pas longtemps. »« Depuis combien de temps vous réveillez-vous comme ça ?» J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que c'était une chose unique, une anomalie, rien d'inquiétant. Mais j'étais trop fatiguée. Des mois, le visage de Sarah a fait quelque chose de compliqué. Pas de la pitié, quelque chose de plus doux, comme de la reconnaissance. « Venez, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin, je ne demande pas. » Elle a marché. Je l'ai suivie. On a fait un tour du pâté de maison. On n'a pas beaucoup parlé. On a juste marché. Elle en robe de chambre et pieds nus. Moi en chaussons et dans le vieux manteau de Richard qui est trop grand et sans le coffre en cèdre. Le quartier était complètement silencieux. Pas de voiture, pas de lumière aux fenêtres. Juste nous et l'obscurité et le bruit de nos pieds sur le trottoir. Quand on est revenu à mon allée, Sarah a dit « Demain, même heure. Vous n'êtes pas obligé de 4h45. Je vous retrouve ici. » Elle est rentrée avant que je puisse protester. Elle s'est présentée le lendemain matin et le matin d'après. À la fin de la semaine, c'était juste ce qu'on faisait. Je me réveillais vers 3h. Je restais allongée un moment, sans plus me battre contre. Puis je me levais, m'habillais, et à 4h45, Sarah apparaissait. Certains matins, Emma venait aussi en pyjama et manteau d'hiver, tenant la main de Sarah et posant des questions sur pourquoi le ciel change de couleur. On ne marchait pas loin, juste autour du pâté de maison, parfois 2 pâtés si je me sentais stable, et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à mieux dormir. Pas toute la nuit. Je me réveillais encore à 3 ou 4 heures. Mais après la marche, après être retournée au lit vers 5h30, je me rendormais. Un sommeil profond, le genre que je n'avais pas eu depuis des années. Je me réveillais à 8h, me sentant plus reposée que je ne m'étais sentie après 10 heures de lutte contre l'insomnie. Le docteur Martin m'a dit plus tard qu'il y a une explication scientifique. Quelque chose sur la lumière du matin, même la lumière d'avant l'aube, qui réinitialise votre rythme circadien. Le mouvement régule le cortisol. L'air frais fait des choses à votre système nerveux que l'air confiné de la chambre ne peut pas faire. Mais ce n'est pas pour ça que ça a marché. Ça a marché parce que j'ai arrêté d'être seule avec ça. Parce que Sarah me retrouvait dans le noir et ne me demandait pas de m'expliquer. Parce qu'Emma me tenait la main les matins particulièrement froids et me racontait ses rêves, qui impliquaient toujours des animaux qui parlent et n'avaient généralement aucun sens. Parce que pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'essayais pas de gérer ça toute seule.
7e chose, la vérité sur 3 heures du matin. Voici ce que j'ai enfin compris, debout dans ma cuisine un matin après que Sarah et Emma soient rentrées chez elles. Ces heures, entre 3 et 5 heures du matin, ce n'est pas une punition, ce n'est pas votre corps qui vous fait défaut. C'est le seul moment assez silencieux pour entendre ce que vous avez ignoré toute la journée. J'avais passé des décennies à être occupée, ou bien nécessaire, élever des enfants, fait durer un mariage, travailler à des emplois que je n'aimais pas parce qu'ils payaient les factures, préparer des repas, faire la lessive, résolu des problèmes, tenu debout. Et quelque part dans tout ça, j'avais perdu la capacité de juste être, de m'asseoir avec moi-même, de ressentir des choses qui n'avaient pas de solution, de reconnaître que j'avais peur et que je me sentais seule et que je pleurais des choses que je ne pouvais pas nommer. 3 heures du matin m'a rendu ça. Pas gentiment, pas doucement, mais ça me l'a rendu. La dernière chose que j'ai apprise, et celle-là va sembler étrange, c'est qu'il faut la remercier. Je sais comment ça sonne. Remercier l'insomnie, remercier la chose qui vous a torturé, mais écoutez-moi. Une nuit, environ 3 semaines après le début de la routine de marche, je me suis réveillée à 3h33 encore. Ces chiffres triples qui avaient l'habitude de sembler de mauvais augure. Et au lieu de soupirer ou de me tendre ou de penser immédiatement à quel point je serais fatiguée demain, j'ai dit à voix haute « D'accord, j'écoute ». Je me suis levée, fait du thé, me suis assise à ma table de cuisine avec ce vieux cardigan et le silence, et je me suis posé la question que j'avais évitée. De quoi ai-je vraiment besoin? Pas le sommeil, plus profond que ça. Ce qui est remonté m'a surprise. J'ai besoin de compter, pas pour mes enfants, qui sont occupés avec leur propre vie, pas pour le monde qui a arrêté de me remarquer il y a des années, pour moi-même. J'avais besoin de compter pour moi-même à nouveau, et j'avais été tellement occupée à essayer d'aller bien, à essayer de prouver que je pouvais encore tout gérer, que j'avais oublié comment. J'ai pensé à Arthur ce matin-là. Je ne parle pas beaucoup d'Arthur. La plupart des gens ne sont pas au courant. L'été 1904. J'avais 32 ans, mariée depuis 11 ans. 4 enfants à ce moment-là, un autre en route. Arthur travaillait à la bibliothèque. Je le voyais quand j'amenais les enfants pour l'heure du conte. Il ne s'est rien passé, mais quelque chose aurait pu. Il me regardait comme si j'étais encore une personne avec des pensées qui valaient la peine d'être écoutées, pas juste une mère avec du vomi sur l'épaule et l'épuisement dans les yeux. On a parlé une fois, vraiment parler, des livres, de rêves qu'on avait eus avant que la vie ne devienne de la logistique. Et je suis rentrée ce jour-là et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où Richard m'avait posé une question sur autre chose que le dîner ou les factures. Je ne suis jamais retournée à cette bibliothèque. J'ai changé pour une autre de l'autre côté de la ville, parce que je savais que si Arthur me regardait comme ça encore une fois, je ne serais pas assez forte pour rester. J'ai porté cet été toute ma vie. Pas avec du regret, exactement, mais avec une sorte de questionnement silencieux. Qui aurais-je été si j'avais été assez courageuse pour vouloir plus, si j'avais cru que je méritais de compter? Je ne l'ai jamais su. Et assise là, à 3 heures du matin, 50 ans plus tard, j'ai réalisé, je faisais encore ce même choix. Toujours à minimiser, toujours à rétrécir, toujours à décider que j'étais trop vieille, trop tard, trop un fardeau pour réclamer de l'espace dans ma propre vie. La marche a aidé, l'écoute a aidé, mais la chose qui a vraiment tout changé était plus petite que ça. C'était de décider que 3 heures du matin n'était pas quelque chose à réparer, c'était quelque chose à utiliser. J'ai commencé à garder un carnet près de mon lit, pas pour tenir un journal, je ne suis pas douée pour ça, mais pour écrire les choses qui remontaient dans le silence, des choses que je voulais faire, des endroits que je voulais voir, même juste dans le quartier, des gens que je voulais appeler, des disputes que j'avais encore avec des gens qui étaient morts depuis des années, des choses petites, spécifiques, honnêtes, et puis le matin après la marche, j'en choisissais une, juste une, et je la faisais. J'ai appelé ma sœur Jeanne et lui ai dit qu'elle me manquait.
Je suis allée en voiture à la bibliothèque, la nouvelle, pas l'ancienne, et j'ai pris un livre que je voulais vraiment lire, pas un que je pensais devoir lire. J'ai dit à Léa très calmement que j'appréciais son inquiétude, mais que j'étais encore capable de prendre mes propres décisions. J'ai jeté l'eau glacée, arrêté l'emploi du temps de sommeil rigide, me suis permis de faire la sieste si j'étais fatiguée. J'ai commencé à vivre comme quelqu'un qui compte, parce que c'est le cas, même avec ma raison, même en me réveillant à 3 heures du matin, même avec toutes les choses que j'ai mal faites et toutes les années que je ne peux pas récupérer. Je compte encore. La semaine dernière, Emma m'a demandé si je me réveillais encore au milieu de la nuit. On était assises sur mon perron. Elle mangeait une pomme de cette façon inefficace qu'ont les enfants, prenant de minuscules bouchées et laissant la plupart. Parfois, ai-je dit. Est-ce que ça vous fait encore peur? J'ai réfléchi. Non, plus maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Comment expliquer ça à une enfant de 8 ans? J'ai arrêté de penser que quelque chose n'allait pas chez moi, ai-je dit, et j'ai commencé à écouter ce dont j'avais besoin. Elle a réfléchi, balançant ses jambes. « C'est bien, a-t-elle dit. Ma maman devrait essayer ça. Peut-être qu'elle devrait. » Emma m'a regardé avec ses yeux sérieux. « Vous êtes différente maintenant, Madame Marguerite. »« Différente comment? » ?»« Moins triste. Plus comme vous. » Si vous êtes une femme de mon âge et que vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, je ne peux pas vous promettre que ces choses vont tout réparer. Mais je peux vous dire ceci. Arrêtez de vous battre contre. Arrêtez de penser que vous êtes cassé. Ces heures sombres essaient de vous donner quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps. Une conversation avec vous-même. Un moment assez silencieux pour entendre ce dont vous avez vraiment besoin. Une chance de compter à nouveau, même si c'est juste pour vous. Hydratez-vous, mais ne vous noyez pas avant de vous coucher. Respirez et laissez-vous pleurer si c'est ce qui vient. Évitez les pilules qui vous transforment en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Abandonnez les emplois du temps qui transforment le repos en prison. Arrêtez le combat. Marchez si vous le pouvez. Trouvez quelqu'un avec qui marcher si vous avez de la chance. Et écoutez. Vraiment écoutez, écrivez-le, tout ce qui remonte, puis faites une petite chose à ce sujet, pas pour tout réparer, juste pour vous prouver que vous êtes encore là, que vous comptez encore, qu'il n'est pas trop tard. Je me réveille encore la plupart des nuits vers 3h30. Mais maintenant, au lieu de rester allongée là à redouter les heures à venir, je me lève. Je fais du thé. Je m'assieds dans ma cuisine. J'écris un peu. Je réfléchis beaucoup, et quand la lumière du porche de Sarah s'allume à 4h45, je suis déjà habillée. On marche, on parle parfois, on reste silencieuse parfois. Et quand je rentre chez moi et que je retourne au lit alors que le soleil se lève, je dors. Pas parce que j'ai réparé quoi que ce soit, mais parce que j'ai enfin arrêté d'essayer. Ce qu'on ne vous dit pas sur le fait de vieillir, c'est ça. Votre corps va vous trahir de 100 petites façons. Mais si vous écoutez, vraiment écoutez, il vous dira aussi la vérité. La vérité que vous avez été trop occupé pour entendre, trop effrayé pour affronter, trop convaincu que vous ne méritez pas. J'ai tout écrit, les choses que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites, les façons silencieuses dont on se perd et les petites façons dont on peut retrouver son chemin. C'est dans ce livre que j'ai mentionné plus tôt, le Code de la liberté. Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai vraiment publié. Je pourrais le retirer bientôt. Je suis gênée à l'idée que des gens lisent mes mots. Mais si vous vous réveillez à 3 heures du matin avec l'impression de perdre la tête, comme si quelque chose n'allait pas chez vous que vous ne pouvez pas réparer, peut-être allez le lire. Le lien est dans le commentaire épinglé. Avant que je perde mon courage et supprime tout. J'ai 43 ans. Je me réveille la plupart des nuits entre 3 et 5 heures du matin et je n'ai plus peur, j'écoute. Enfin, après toutes ces années, j'écoute.